Bonsoir à tous. Ceux qui sont en visio, vous êtes un peu moins de 2000. Et bonsoir aux personnes qui sont dans la salle, dans le local de l'ECF. Voilà, pour la soirée de l'AMP, comme chaque année, fin janvier, se tient la soirée de l'AMP et c'est une grande joie, un grand plaisir que l'ECF accueille cette soirée. Accueille sa présidente, Christiane Alberti, et les conseillers de l'AMP qui ont travaillé cette semaine. Et cette soirée vient ponctuer ce travail et en même temps ouvrir des perspectives à venir. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Christiane. Merci, Eric, pour cet accueil. Donc, vous le savez, cette soirée est dédiée au thème du 14e congrès de l'AMP qui se déroulera à Paris au printemps de 2024. Le titre en a été donné par Jacques-Alain Miller lors de son discours de clôture des grandes assises virtuelles internationales, au cours duquel il nous a proposé une orientation claire pour les travaux qui seront présentés à notre prochain congrès. Oui. Dans une première partie de la soirée, vous allez entendre 4 exposés qui sont au fond les tout premiers exposés de la préparation de ce congrès, les toutes premières réflexions qui sont venues à l'esprit de nos collègues, les collègues que vous allez entendre, à partir de cet aphorisme « Tout le monde est fou ». On y retrouvera des éléments de la clinique actuelle, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Et à une époque, justement, où on a tendance à gommer le temps de l'enfance, à partir d'un tout sociologique, où on a tendance à faire de l'enfant un citoyen, on pourra vérifier dans ces exposés comment la boussole du rapport au signifiant modifie radicalement la donne. Rapport du sujet au signifiant et la façon dont il modifie la vie d'un sujet, la jouissance, la vie d'un sujet. Dans une deuxième partie de la soirée, les directeurs du 14e congrès, Lika Rose et Ligia Gorini, nous présenteront le congrès. Donc, pour commencer, nous allons entendre dans cette première séquence Jérôme Lecaux et Sergio De Campos, qui sont tous les deux conseillers de l'AMP. Donc, je vais d'emblée donner la parole à Jérôme Lecaux, qui va parler sous le titre « Tout le monde est fou ». Tout le monde est fou, oui, mais ne devient pas fou qui veut. Il serait tentant d'opposer ces deux phrases qui se localisent aux deux extrêmes de l'enseignement de Jacques Lacan. D'un côté, en 1946, les propos sur la causalité psychique, où Lacan reprend cette formule inscrite dans la salle de garde et où il semble exister une limite entre les fous et ceux qui ne le sont pas. De l'autre, une généralisation de la folie contemporaine du dernier enseignement. Nous sommes en 1978. On pourrait opposer un Lacan structuraliste ou préstructuraliste, puisque dans son texte, Lacan définit la folie par une identification massive, une croyance à son identité, un Lacan borroméen. Mais la répartition est moins tranchée qu'il n'y paraît. Dans les propos sur la causalité psychique, Lacan parle de la folie de l'homme comme, je cite, virtualité permanente d'une faille ouverte dans son essence, et que l'être de l'homme ne peut pas être compris sans la folie, qui constitue la limite à sa liberté. Plutôt que ou l'un ou l'autre, fou ou pas fou, c'est l'un pas sans l'autre.
la faille pour tous. Les deux formules convergent. Nous avons donc disjonction puis jonction. Plutôt qu'un binaire, il s'agit d'une relation moébienne entre les deux. La même construction sous-tend déjà le texte « La perte de la réalité dans les psychoses et les névroses » de 1924, où Freud oppose d'abord le psychotique pour lequel le principe de plaisir l'emporte sur le principe de réalité au détriment de celui-ci, au névrosé qui privilégie la réalité. Mais, dans un second temps, il démontre que le rapport à la réalité est modifié dans les deux cas. Il y a une certaine similitude dans le but de préserver la satisfaction entre le fantasme et le délire. Le principe de réalité, c'est la poursuite du principe de plaisir par d'autres moyens, comme le dit Jacques-Alain Minder pour parodier Clausewitz. Il s'agit de préserver la satisfaction, mais aussi de traiter le réel. Mais alors, à partir de quand est-on fou? Y a-t-il une limite? Le fou, c'est l'homme libre, dit encore Lacan. Il y a donc cette notion de s'affranchir d'une limite. La question de la folie se pose donc par rapport à la limite. Si celle du névrosé est celle de la castration, d'une normalité référée au père, qui est absente chez le psychotique, Lacan va considérer que le nom du père n'est qu'un cas particulier de nouage comme support du sujet. Le nouage remplace la limite, ou plutôt la conceptualise autrement. Chacun son nœud. On perçoit l'affinité de cette conceptualisation avec la dépathologisation. Alors, si tout le monde est fou, comme virtualité permanente, voici deux vignettes qui illustrent chez des sujets parfaitement insérés socialement, professionnellement et sans antécédents notables, comment cette faille ouverte dans son essence pointe le bout de son nez. Sabine a tendance à croire que les gens sous-entendent des messages à son intention quand ils parlent. Elle me raconte l'anecdote suivante. Après le travail, elle va boire un verre avec quelques collègues dans un bar. La table est poisseuse et l'établissement n'est pas très propre. L'un des collègues dit « On devra prendre une douche en rentrant ». Elle se sent immédiatement visée et lui rétorque « Tu trouves que je pue ?» C'est une de ses hantises de sentir mauvais. Elle ne sait pas faire la différence entre son interprétation du message et l'intention de son interlocuteur. Ce n'est que l'étonnement de celui-ci après la remarque qui lui permet de déduire que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, lui. Elle vérifie ainsi, par cette réaction décontenancée, que son interprétation à elle était fausse. Il n'y a pas pour elle d'autres limites identifiables entre le vrai et le faux. Le message qui lui vient est une certitude sur son être de déchet. Elle se défend difficilement de ce réel insupportable. D'une certaine façon, c'est la norme qui la retient. Nous connaissons l'importance des routines et des usages qui viennent pallier à un symbolique qui pâlit. Elle, qui a du mal à s'insérer dans les groupes de collègues qui mangent ensemble à midi, qui se sent à part, souvent mise de côté, tente de se repérer aux usages. As if elle était comme eux. Elle ne se suridentifie pas à une fonction, ni ne se colle à un petit autre, mais elle se cale sur la norme. Émile, lui, me confie « J'ai des souvenirs dont je ne suis pas sûr. Ils me viennent et je me demande s'ils sont nouveaux ou bien si je les avais déjà avant. Par exemple, d'avoir rencontré tel illustre personnage dans ma jeunesse. J'ai vérifié les dates, elles concordent. D'un point de vue chronologique, c'est tout à fait possible. J'ai aussi le souvenir que cette personne-là m'ait dit quelque chose. Mais me l'a-t-elle vraiment dit? J'ai raconté ce souvenir à un ami, mais je me suis mis à douter de la véracité de ce que j'ai raconté.
Un détail me chiffonne. Cela me fait vraiment beaucoup plaisir que ce personnage m'ait dit cela. Ça cadre tout à fait avec ce que je pense et cela me donne raison dans mes choix d'aujourd'hui. » Fin de citation. Ici aussi, le sujet distingue difficilement ce qui est vrai, la réalité, de ce qu'il aimerait être vrai. Il ne s'agit pas d'un lapsus mémorié, mais de ce que Freud nomme une illusion mnésique. Le principe de plaisir prend le pas sur le principe de réalité. Ici, clairement, la reconstruction de la réalité est le signe d'une discrète élaboration délirante. Mais ce sujet veille également à rester dans les normes de son entourage professionnel, où il s'est fait une réputation dans un domaine très pointu. C'est sa femme qui, à l'occasion, se fâche quand ses idées deviennent trop extravagantes, surtout si elles sont exprimées en présence de témoins. C'est elle alors qui devient son aide contre lui-même et qui reste son plus solide appui. Il craint ses colères tout en maugréant contre son incapacité à s'opposer à elle. En somme, quelle que soit la structure, la question reste toujours: quelle limite trouver à la jouissance? Dans les deux cas évoqués, le principe de réalité révèle sa faiblesse, mais c'est la présence d'un autre incarné qui en fait effectivement office. On pourrait dire qu'il faut un lien pour retenir ou pour faire un nœud. Le principe de plaisir n'est pas pour autant vaincu. La limite obtenue n'est que temporaire, c'est à refaire à chaque fois. Cela peut également être l'analyste qui, de ne pas valider la croyance, voire en instillant le doute, empêche qu'elle ne se boucle en certitude. Merci. Merci Jérôme. Donc c'est autour de la question de la limite que vous avez abordé le thème du prochain congrès. Et j'ai trouvé intéressant d'abord que dans un premier temps, vous fassiez valoir comment Lacan parle de la limite dans Propos sur la causalité psychique, c'est-à-dire dans le contexte d'une formule générale de la folie comme phénomène lié au langage. Et il fait apparaître donc la liberté dont il est question, au fond, elle n'a qu'un sens imaginaire, on pourrait dire, à savoir que on ne peut pas s'affranchir de l'aliénation au langage et que donc c'est à l'horizon, c'est en perspective qu'il y a la folie comme limite. Autre façon de dire que la jouissance est interdite à qui parle comme telle. C'est pourquoi, dans votre propos, la formule générale de la folie est absolument solidaire de « n'est pas fou qui veut ». Donc, les deux cas que vous évoquez, donc à l'appui de cette solidarité, indiquent ça. Et j'ai relevé, notamment dans le premier cas, cette formule « la norme retient ». Il y a tout un développement autour de la norme et de la limite. Et donc, vous évoquez à propos d'un moment de perplexité de ce sujet qui s'appelle Sabine, où elle se sent visée. Donc, on voit bien que à partir d'une phrase somme toute banale, c'est une phrase qui peut prendre la valeur de l'injure, quelque chose la vise directement, qui dit ce qu'elle est pour elle-même. Et on entend ici, en tout cas c'est ce que vous soulignez, comment elle atténue la valeur, la force de l'injure parce qu'elle voit l'étonnement de l'autre. Donc c'est dans le rapport au semblable, et du coup dans le rapport à elle-même, c'est ce rapport-là qui lui permet de réduire, d'atténuer la force de l'injure. Est-ce que, puisque vous avez évoqué la norme comme la tenant, est-ce que vous pourriez donner d'autres occurrences de cette réduction, de cette rectification?
dire quelque chose oui, dire quelque chose de bien que vous faites entre normes et limites. Oui, comme souvent, quand on travaille un thème, comme par hasard, surgissent dans notre clinique des exemples qui viennent à pic ou qui illustrent ce qu'on est en train de travailler. Et j'avais été frappé en écoutant les explications de Sabine, de la façon dont elle calculait son rapport à la réalité et aux autres. Et j'avais trouvé ça très original, cette façon qu'elle a, n'ayant pas vraiment une référence pour elle qui soit stable, comment elle calcule en permanence sa position en fonction des autres. C'est ce que j'ai appelé se caler sur la norme. Et ça fait une différence avec les suppléances qu'on a l'habitude, comme d'évoquer, comme le collage à un petit autre. Donc chez elle, c'est quelque chose qui est assez systématique. Elle interprète des choses qui lui arrivent, elle a tendance à s'emballer et après coup, elle se rend compte en fonction de la réaction des gens souvent. Un autre exemple me vient à l'esprit qu'elle avait évoqué. Elle se fait contrôler dans les transports en commun sur son titre de transport et elle a l'impression que les contrôleurs sont des faux contrôleurs. Et petit à petit, elle se rend à l'évidence que c'est quand même des vrais contrôleurs probablement, puisque tout le monde se comporte avec eux de façon tout à fait normale. Mais initialement, il y a un moment de vacillement où elle pense que ce sont des gens qui sont déguisés en contrôleurs, qui veulent lui extorquer de l'argent. Donc, elle fait ça régulièrement et il y aurait d'autres exemples de ce style chez elle, où elle est dans une vigilance permanente en train d'évoluer en calculant en fonction des autres pour remplacer cette référence qui lui manque. Voilà, absolument. Dans le deuxième cas, où, pour reprendre l'expression de la faille ouverte est moins nette, je dirais. Ça apparaît sans doute davantage dans l'énonciation, ça c'est vous qui pouvez le dire. Vous dites que ce sujet qui se tient lui aussi dans la norme est aidé par sa femme qui est comme un repère, un guide pour la manière de se tenir dans le monde. Donc, voilà, j'ai eu envie de vous demander comment elle s'y prend. Alors, à travers ce qu'il m'en relate, c'est quelqu'un d'un peu coléreux qui intervient très vigoureusement, notamment lorsque il se laisse aller un petit peu à ses rêveries. Il y a des thématiques qui reviennent régulièrement pour Émile, et notamment une propension à une certaine mégalomanie quant à ce qu'il pourrait écrire comme texte qui influencerait la science, les contributions qu'il pourrait apporter. Donc, il y a comme ça une propension un peu mégalomaniaque qui revient régulièrement. Et quand il recommence à évoquer ce genre de possibilités, qu'il se fasse connaître, etc., sa femme intervient très vigoureusement pour contrarier ses projets. Ou alors lui dit, mais commence donc par écrire quelque chose, je le lirai et puis on verra après. Donc elle est vraiment une aide contre pour lui, extrêmement efficace. C'est un mariage qui dure depuis de nombreuses décennies et elle a cette fonction pour lui de le tenir d'une certaine façon. Moyennant quoi, il a une vie sociale tout à fait normale, avec une activité professionnelle. Donc, il n'a aucun antécédent notable par ailleurs, d'un point de vue psychiatrique. C'est quelqu'un qui commence aussi une analyse, il a commencé il y a quelques années une analyse sur l'injonction de son épouse. Donc, il est venu comme ça. Il s'est présenté tel quel, sans exprimer vraiment une demande propre, mais se rendant aux exigences de sa femme, qui voulait absolument que quelqu'un d'autre qu'elle intervienne aussi. Enfin, c'était le projet presque énoncé tel quel au début,
que quelqu'un d'autre intervienne aussi pour retenir les choses pour lui. Voilà, comme aide compte. Absolument. Donc, on va passer maintenant à l'intervention de Sergio De Campos, qui va parler sous le titre « Tout le monde est fou comme direction de la cure ». Direction de la cure. Bonsoir. Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, comme direction de la cure. La thèse de Lacan, tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, est conformée au postulat freudien dans une certaine mesure, nous sommes tous paranoïaques. Freud ne distingue pas le délire généralisé du délire psychotique, de sorte que Lacan rejoint Freud comme dans une bande de Mébius. Alors, en mettant ensemble les deux postulats, nous pouvons conclure que pour Freud et pour Lacan, le délire est commun à tous. Cette citation se trouve dans le deuxième chapitre de Le malaise de la civilisation. Freud affirme que dans une certaine mesure, nous sommes tous paranoïaques. Il faut serrer celui qui n'a pas trouvé quelqu'un pour l'aider à inclure son délire dans la réalité. Cette phrase nous fait penser que cette personne qui aide les par-lettres à inclure son délire dans la réalité peut être l'analyste. Après tout, il écoute des drames, des conflits, des rêves, des rêveries et des désirs du par-lettre qui fait des efforts pour éliminer et remplacer les réels impossibles pour des ressources symboliques et imaginaires, lui permettant de recréer un monde plus supportable où la réalité est remodelée par le délire. Le tout dernier enseignement de Lacan, extrait d'une clinique continuiste, développe le concept du symptôme en proposant la thèse du symptôme comme l'incurable et élargit l'idée du délire comme perte de la réalité vers des structures cliniques distinctes. Alors, la clinique du symptôme, en effaçant les frontières entre névrose et psychose, s'oppose fermement à l'idée de santé mentale, à la poussée hygiéniste de la société contemporaine et la proposition de la psychiatrie actuelle, selon laquelle il faudra médicaliser toute l'existence humaine. Ainsi, en ce qui concerne mon travail dans la clinique, en référence à l'axiome « tout le monde est fou », c'est-à-dire délirant, je dirais qu'à partir du test « La direction de la cure », je m'appuie sur l'aspect du dernier enseignement de Lacan offrant une nouvelle perspective à la politique, la stratégie et la tactique. Dans la conduite d'une cure, la tactique se rapporte à la stabilisation, la stratégie à la suppléance, la politique au symptôme. Bien que cet concept présente des similitudes, il existe des différences marquantes entre stabilisation, suppléance et symptôme. Les stabilisations en tant que tactique sont des petites inventions et des solutions trouvées par les par-lettres seuls ou avec l'aide de l'analyste dans un processus analytique pour faire face aux instabilités du réel. Les stabilisations permettent de prévenir le déclenchement de la chaîne signifiante ou même de rendre au par-lettre sa condition subjective. En plus, elle favorise le soulagement de l'angoisse ainsi comme elle repère
et limite des effets de la jouissance. La suppléance même, qui est la stratégie, est donc les moyens dont les par-lettres effectuent ces accroches dans les registres du symbolique, du réel et de l'imaginaire. Lacan s'inspire de Joyce pour décrire la suppléance et le symptôme. Mais comme tout le monde n'est pas Joyce, paradigme de Lacan, il s'agit d'identifier dans la clinique des suppléances les plus modestes et capables de fonctionner comme un quatrième nœud attachant les trois registres. En s'appuyant sur la direction de la cure, nous pourrions dire que les symptômes se trouvent dans la position la plus proche des noyaux. Et son vecteur d'orientation se dirige de l'intérieur vers l'extérieur. En suivant cette direction, on trouve la suppléance et de façon plus périphérique dans les zones adjacentes, la stabilisation. Donc, un symptôme peut offrir une suppléance et apporter des stabilisations. Une suppléance peut produire une stabilisation sans offrir des symptômes. Et une stabilisation est une solution élémentaire qui ne produit pas une suppléance ni même un symptôme. Enfin, un vignette clinique que j'ai reçu dans une institution publique, d'ambulatoire de troubles alimentaires. Philippe est obèse et au chômage. Contrairement à sa femme, il fait bien la cuisine. Il y a une sorte de délire pour une autre femme qui les nourrit bien. Philippe ne veut pas se séparer de son épouse, mais son mariage va mal. Sa compagne voudrait qu'il maigrisse et il échoue toujours en raison d'une sorte de fidélité vers cette femme qui les nourrit bien. Philippe mange pour apaiser son angoisse de castration et sa femme est devenue un véritable symptôme pour lui. Avec le temps, les effets analytiques sont nets au-delà de l'Oedipe. Il achète un réchaud industriel et commence à cuisiner sur demande avec un certain succès. Enfin, l'objet oral reste le même, mais la pulsion change de position de recevoir à offrir la nourriture à l'autre. Cette tour portionnelle permet une suppléance dont le nouveau-né stabilise son angoisse de castration. Philippe maigrit et maintenant son poids depuis plus d'un an. Le délire d'avoir une autre femme qui le nourrit bien disparaît en permettant qu'il revienne vers sa femme comme symptôme avec H et comme une cause de désir. Merci. Merci Sergio. Je voudrais faire une remarque d'abord sur la citation que vous avez extraite de Malaise dans la civilisation, parce que j'ai trouvé que c'était une citation remarquable qui pourra faire l'objet de réflexion, de développement pour les travaux préparatoires au congrès. Mais si vous le permettez, je voudrais donner le contexte de la citation parce qu'il y a peut-être des bouger dans la traduction. Et donc, c'est un contexte du texte Malaise dans la civilisation où Freud évoque le rapport au monde, les différentes modalités du rapport au monde chez le par l'être,
et il évoque le cas où il peut y avoir un retrait radical, c'est le cas de l'ermite. C'est dans ce contexte-là que vient la citation. Voilà, il dit l'ermite voit dans la réalité l'ennemi unique, la source de toute souffrance. Comme elle nous rend la vie impossible, on doit rompre toute relation avec elle si l'on tient à être heureux d'une manière quelconque. L'ermite tourne le dos à ce bas monde et ne veut point avoir affaire à lui. Mais on peut aller plus loin. On peut faire un pas de plus, dit Freud, et s'aviser de transformer ce monde, d'en édifier à sa place un autre, dont les aspects les plus pénibles seront effacés et remplacés par d'autres conformes à nos propres désirs. L'être qui, en proie à une révolte désespérée, s'engage dans cette voie pour atteindre le bonheur, n'aboutira normalement à rien. La réalité sera plus forte que lui. Il deviendra un fou extravagant, dont personne, la plupart du temps, n'aidera à réaliser le délire. Pour réaliser le délire, il n'y aura personne. On prétend toutefois, donc c'est là que vient la citation que vous avez extraite, que chacun de nous, sur un point ou sur un autre, se comporte comme le paranoïaque, corrige au moyen de rêves les éléments du monde qui lui sont intolérables, puis insère ses chimères dans la réalité. Donc c'est là, chacun insère ses chimères dans la réalité, donc c'est là que tout le monde est fou. C'est là que vient au fond le propos « tout le monde est fou », qui est un peu différent que de dire « nous sommes tous paranoïaques ». Hein. Voilà. Alors, comme vous avez structuré votre texte autour au fond d'une hypothèse, enfin, d'une proposition que vous faites, je voulais vous poser une question à ce sujet pour être sûr de bien avoir compris. Donc, vous proposez de mettre en relation tactique, stratégie et politique de la position du psychanalyste avec des modalités différenciées de suppléance, de stabilisation. Donc, vous rapportez la tactique à la stabilisation. Donc, est-ce que vous voulez dire par là que, au fond, en fonction de la stabilisation, votre rapport à l'interprétation se modifie? S'agissant de la stratégie que vous rapportez à la suppléance, est-ce que c'est une manière d'indiquer que le transfert est articulé à ce qui dure, à ce qui tient? Et s'agissant de la politique et du symptôme, est-ce que, dans ce cadre, voilà, vous faites un distinguo entre les symptômes en tant que produits à la nature et les symptômes en tant qu'ils se présentent dans le corps? Parce que c'est un sujet. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose à ce sujet, s'agissant de la position de l'analyse, puisque c'est à partir de cette proposition que vous déclinez, au fond, de l'intervention de l'analyse. Bien, je pourrais dire l'intervention d'analyste pour qu'il change de position. Et il m'a dit qu'il y a des choses qui apaisaient sa angoisse. D'abord, il mange, et d'autres, il a l'habitude de tirer sur les plis de son coude. C'est un peu bizarre, parce qu'il tire les plis de son coude. Les coudes. Et alors, je pensais, c'est un peu bizarre. Alors, je lui ai demandé pour qu'il m'explique ça, et à quoi ressemble cette partie de son corps. Après un temps, pour ma surprise, il m'a dit que ça ressemble à la pointe du sang, un téton, un mamillon. Alors, je lui ai dit
les tétons de la femme qui vous nourrit bien. Il arrive, après quelque temps, l'idée de la femme qui les nourrit bien disparaît. Bien. Et alors, il va acheter un réchaud industriel, il fait la cuisine très bien, et parce qu'il s'y plaindrait tout le temps que sa femme ne cuisinait pas. Et alors, il voudrait une femme qui les nourrit bien, qui cuisine, mais la femme déteste la cuisine. Et donc, il passe qu'elle était chômage, elle passe à gagner un peu d'argent avec les succès pour offrir à l'autre la nourriture. Et je pose une question pour moi. Pourquoi? Je pense qu'il y a cette phrase le test les malaises de la civilisation est un test très commun qui tout le monde connaît. Mais peu de gens connaissent cette partie qui Freud a dit qui nous comporte comme un paranoïaque. Je pense qu'il y a des effets dans cette test parce que Freud écrit des choses qui nous semblent familières, de façon que nous pensons, que reconnaissons déjà des tests et nous refoulons quelque chose comme cette phrase. C'est une hypothèse. Bien. Et l'autre, enfin, le dernier point, oui. Parce que Joyce, c'est une chose, un homme très spectaculaire. C'est un génie. Et donc, je pense qu'il faut que nous cherchions les solutions plus modestes. Mais comme les stratégies que j'ai pensé, comme une espèce de... Comme il va attacher les nœuds, les nouveaux nœuds. Parce que la pulsion orale, comme elle est primitive, elle est plus réfractaire que les autres. Comme la pulsion scopique qui devient le désir de savoir. Donc, parce que j'ai travaillé avec les troubles alimentaires longtemps et j'ai jamais vu un cas de sublimation avec les pulsions. C'est très difficile. Il y a quelques ans. Mais, et je pense que cet homme, Philippe, il a tourné, il fait un tour sans pulsion et alors il offre la nourriture à l'autre. C'est une façon de reconfigurer son mode de vie, par exemple, et donner une nouvelle opportunité avec sa femme. Merci, Sergio, de ces précisions. En tout cas, vous ouvrez un champ de réflexion sur suppléance et symptômes, sur l'interprétation dans la clinique de psychose. Merci. Donc, on va passer à la deuxième séquence avec Carlo de Pamphili. Oui. Un dernier mot. Je pensais l'autre chose. Quelle est la différence entre les fantaisies et les délires quotidiens? Et j'ai une hypothèse. En ce qui concerne les fantaisies, je pense qu'il y a 4 éléments de coloration perverse qui s'y fait présent. Au moins l'une d'elles, comme masochisme, sadisme, voyeurisme, exhibitionnisme. Alors, s'il n'y a pas du tout, je pense qu'il peut être un délire quotidien.
Donc, Ricardo Celdes et Carlo de Pamphili. Bien. Alors, nous allons entendre d'abord Carlo de Pamphilus, qui nous vient de Bologne, et qui va parler sous le titre « Tout le monde est fou ». Bien, bonsoir. Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant face au réel, mais pas tout le monde de la même manière. Cet axiome se situe au temps présent et l'interprète. On assiste à la fois à une poussée à la jouissance revendiquée comme mode de vie et des formes de fragilité subjective très variées face à l'impact de la jouissance sur le corps. Il existe différentes expressions cliniques de la rencontre du sujet avec le corps sexué et des échos d'une jouissance inattendue. Les leurs répercussions sur la revendication et l'isolement, forme de substances indicibles dans lesquelles c'est qui disparaît et le sujet. Comme cela ressent-il dans la cure aujourd'hui? Du brève vignette clinique. Andrea me dit d'un voix faible et la tête baissée qu'il n'y a rien à dire. Chaque question personnelle qu'on lui adresse produit soit un effet de vide, soit un chaos de la pensée et d'images sans rapport avec le contenu de la question. Ses difficultés à l'école et l'éloignement de ses amis ont commencé vers l'âge de 14 ans. Il jouait dans une équipe de basket et il a dû s'arrêter à la suite d'un accident. Lorsqu'il est revenu dans l'équipe, il n'avait plus son rôle. Il souligne également à ce moment que ses amis avaient les hormones qui battaient dans leur tête. Andrea ne supportait pas leur fertilité et la raison d'appeler les filles. Il avait l'impression de retourner de personnes qui n'avaient que des intérêts inutiles. De plus, l'examen à l'école lui était insupportable. Il souffrait à l'idée de montrer qu'il était incapable de faire quelque chose qu'il aurait dû être capable de faire. À la maison, seul, il passe beaucoup de temps dans une activité qui consiste à lire des histoires et lorsqu'il rencontre un point de l'histoire qui ne convient pas, il s'applique à en construire méticuleusement une autre. Il s'invente des dialogues et des événements afin que l'histoire se termine d'une autre manière. Marco ne sait rien faire. Il se décrit comme un maladroite et ne peut effectuer aucune tâche. Des pensées répétitives et incessantes, le contrôle à la perception d'un corps hypersensible au contact l'empêche de prendre toute l'initiative. Elle interfère avec ses études, avec la possibilité de trouver un emploi et avec les liens sociaux. Marco, aussi, voit les débuts de ses difficultés à l'âge de 9 ans. Une copine de classe, la plus jolie, était allée voir pour lui dire qu'il aimait bien. Marco me raconte qu'il a fait le con pour ne pas donner des réponses à sa copine. Marco aimait beaucoup sa copine, mais il ne savait pas quoi faire. Il ressentait un profond sentiment d'inhibition, accompagné de sensations amplifiées très particulières qui le bloquaient. Il se sent souvent par rapport à ces difficultés à faire des choses
à faire des choses par rapport à les difficultés qu'il y a avec les filles, d'un couplet d'une vieille chanson très populaire qui dit « Ceux qui ne travaillent pas ne peuvent pas faire l'amour ». Il pense qu'il ne pourrait pas faire des choses qui dans un état d'inconscience, comme sous hypnose, car s'il est conscient, il ne peut pas guider son corps. Il s'agissait dans la cure, pour l'analyste, de se placer comme lieu d'ancrage possible face aux causes de l'impact et de la jouissance sur le corps. Un point d'ancrage pour opérer une atténuation, un allègement de l'impact du SCN sur le corps, une opération que Marco pensait de ne pouvoir faire que sur l'hypnose, on ne lui donne signifiant. Alors qu'il entrait, comme dans les trames de retour vers le futur, intervenait au moment de l'impact, les hormones qui battaient dans la tête, dans l'attente de la construction d'une nouvelle fin, du nouveau futur. À notre époque, le primat de la jouissance et de l'effet de ces résonances sur des sujets fragiles, impuissants à construire un symptôme, il s'agit, dans la direction de la cure, de faire une petite inversion occasionnelle sur les principes du désir du psychanalyste. Le désir du psychanalyste, dit Jacques Miller, c'est d'attendre le réel et de réduire l'autre à son réel et de libérer du sens. Ici, dans le temps de l'impact et de la poussée à la jouissance, opérer une petite inversion, c'est-à-dire opérer par les mots et la logique, afin que les sujets puissent border le réel en jeu avec quelques éléments du sens dont ils puissent s'en servir. Et ensuite, si les conditions sont là, inverser les cours, revenir en temps d'un futur possible. Bref, note sur le traitement actuel et les problèmes qu'il pose et nous pose. Tout le monde est fou. C'est un aphorisme de Lacan et aussi actuel que subversif. Il élargit les regards et il clarifie l'impasse des pratiques cliniques actuelles avec les enfants en matière de santé publique, fondées sur les principes de le neurodéveloppement, qui cherchent la cause de la souffrance des sujets et en devenir dans le dysfonctionnement de l'organisme confondu avec le réel. Ceci avec des conséquences tragiques et parfois grotesques. Face à la nécessité de répondre à l'impulsion et à l'énigme du désir de l'autre, émergent chez l'enfant des symptômes qui touchent au corps, des symptômes singuliers qui se manifestent des parfois bizarres, incompréhensibles. Ceci, le 10e 5, ressemble sur un seul signifiant nosographique, trouble de neurodéveloppement. L'enfant, pris comme l'objet de l'économie de la jouissance et de la famille, non séparé dans son sujet pulsionnel, et à la base de notre clinique. La médicalisation opérée dans la logique de la neurodéveloppement est la cause actuelle de la dépathologisation sauvage. C'est une terme. Et la base de la médicalisation opérée dans la logique de la développement est la cause de la dépathologisation sauvage. C'est un terme de Francesca Biagi dal quarto numero 131, qui énonce les sujets avec sa division en séparant l'enfant de son autre, produit une multitude de solitudes dramatiques. Lorsque les symptômes se produisent par des ordres troubles, cela produit de la haine sous forme de frustration ou de jouissance qui se manifeste par un acharnement réhabilitatif ou par les dénis du problème présenté par les sujets. Nous sommes de plus en plus confrontés à ce qu'on pourrait appeler les résultats involontaires des soins fondés sur la réhabilitation. La pratique psychanalytique ne s'enseigne pas, mais on peut témoigner
d'une position, d'une position et de la richesse des outils qu'il nous donne. Peut-être pouvons-nous approfondir et nous interroger sur les résultats et devenir d'une telle pratique de la dépathologisation sauvage et insensée qui a lieu d'affronter si qu'un jeu pour chaque sujet renvoie à un avenir sans futur. Merci, Carlo. Donc, tu as abordé le thème « Tout le monde est fou » à partir essentiellement de ce que tu as appelé la disparition du sujet, des formes de souffrance indicibles où le sujet disparaît. Effectivement, dans le premier cas, Andrea, tu montres très bien tu dis que le sujet disparaît dès qu'on essaie d'entrer en relation avec lui, dès qu'on pose la moindre question, on essaie de parler avec lui, sans que ce soit donc déjà une pression sociale, simplement le fait d'essayer de parler avec lui. Donc, je me demandais, voilà, ce qu'il faisait dans la vie, comment il se débrouillait dans la vie et comment je crois savoir qu'il est étudiant, comment il se comporte justement par rapport à un savoir qui justement ne vise pas directement et d'une certaine façon englobe le sujet ou attrape le sujet à son insu. Mais comment il se débrouille dans la vie. Je te pose cette question, d'autant plus que tu dis que, au fond, une façon qu'il a de se récupérer ou de récupérer quelque chose du sujet, c'est de transformer la fin des histoires, comme si le livre était un lieu réel, un lieu de vérité pour lui. Donc voilà, comment ça se met en tension justement avec le savoir universitaire. Oui, et lui, une fois qu'il a terminé ses diplômés, la maturité scientifique, c'était très difficile pour lui car il doit soutenir ses examens, mais il n'a pas la difficulté. Les pas scientifiques, oui. Non, mais c'est les bacs, avant de l'université. Pour lui, ce n'était pas un problème étudier, c'est soutenir l'examen. Au final, il choisit de s'inscrire à la faculté des mathématiques. Mais ça, c'était encore plus dur pour lui. Finalement, on prend notre chemin, il s'inscrit, il fait un parcours de formation professionnelle opticien, celui-là qui s'occupe de lui. Et alors, il se trouve avoir des collègues, des camarades qui n'ont pas la même structure formative qu'il y a. Il a fait un parcours d'études important. Et là, il s'étonne un peu, mais c'est qu'on voit que c'est lui qu'on commence à donner les cours à ses camarades, à se poser comme quelqu'un très disponible à l'aider, et ça l'a beaucoup aidé à terminer avec une certaine motivation sur son parcours et aussi des liens sociaux avec les camarades. Tu as eu une idée de ce qui n'a pas tenu dans une formation par les mathématiques? Est-ce que c'était trop conceptuel? C'est un peu comme la question qui est sortie au début. Lui, il avait l'angoisse de démontrer qu'il n'était pas capable d'être prêt, d'être prêt à quelque chose qu'il faut être prêt. Cette idée-là,
c'est pour ça qu'à travers notre parcours, où il est installé dans une position de savoir différent, oui, bien, c'est créé des possibilités de s'en sortir dans une position plus intéressante. Encore une question peut-être sur le deuxième cas, puisque l'heure tourne. Est-ce que tu peux dire un mot sur le corps, ce que tu dis, corps, perception d'un corps hypersensible? Est-ce que tu peux préciser ce qu'il en est? Et comment lire cette référence à l'hypnose ou à l'inconscience? Est-ce que ça serait pour lui une façon d'être en attente justement d'un effet sujet quand tout le reste est mortifiant ou mortifié? Donc, l'idée que peut-être là, il y aurait quelqu'un, il y aurait un sujet. Exactement. C'est exactement ça. Je me suis aperçu de comment il s'était fermé dans cette attente, non? Et comment on peut ménager, comment on peut traiter ça, non? C'était surtout avec pris son discours à niveau de la logique. C'est-à-dire qu'il lui amenait des rêves, des réflexions sur plusieurs des choses, non? Et prendre une position de ce qu'il dit, effectivement, non? On peut le constater, on peut le comprendre, non? C'était pas le registre, non, d'une association, c'est effectivement comme ça. Alors, ces plusieurs constatations, on a vu, lui, un jour, il m'a dit, je suis étonné, comme quand je réussis, toutes les choses qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut dire, non? Et avec une sensation de légèreté, c'est nécessaire, car au contraire, un peu une question vraiment difficile pour lui, non? Alors, effectivement, c'est comme faire il y a eu la possibilité d'une immersion du sujet par rapport à traiter les discours à un niveau d'une analogie qui permet quand même de s'amener de deux autres interprétations possibles. Très bien. Merci, Carlo. Donc, nous allons entendre maintenant Ricardo Celdes. Il va parler sur le titre qu'il n'y a pas. Merci, Christian. Dans la proposition souhaitable de sauver la clinique de la poussée sociale à la dépathologisation, nous prendrons le titre universel qui nous convoque, tout le monde est fou, par sa déclinaison, la versant du délire. Une clinique universelle du délire qui se soutient de l'inexistence de l'autre et celle qui prend son point de départ dans le fait que tous nos discours sont des défenses contre le réel. Dans son dernier écrit, Lacan nous introduit à l'urgence dans sa connexion avec la satisfaction, c'est-à-dire avec la jouissance. C'est dans la pratique clinique avec l'urgence que nous avons pu apprendre une manière de tenter de rendre lisible quelque chose de l'ineffable de cette expérience, ce qui laisse perplexe un sujet. La forme même de présentation des situations d'urgence les rend inclassables pendant un temps au niveau diagnostique. Cette pratique nous enseigne que ce n'est pas la névrose avec ses défenses qui nous permet de capter les mécanismes de l'urgence, mais bien plutôt la psychose et la démonstration lacanienne du délire généralisé, une interprétation, quelque chose qui donne sens au trou qui fait irruption dans la vie de quelqu'un, subitement. C'est ce point de perplexité dans lequel le sens n'apparaît pas, que nous pouvons qualifier comme un temps d'attente de sens, énigmatique, qui ne comble pas de satisfaction. L'urgence est énigme,
c'est-à-dire mis au pied du mur. Il y a quelque chose qui se mobilise, mais dans la rencontre avec un analyste, nous espérons l'émergence d'un signifiant qui semble venir du réel ou qui prend cette valeur. Afin de nous situer face à l'urgence, nous utilisons l'opérateur de perplexité. C'est une invention de Jacques-Alain Miller qui a permis un tournant dans ma pratique. Cet opérateur permet de saisir que la situation normale de l'être humain, comme effet de signifiant, est traumatisée par la langue et d'avoir à déchiffrer un signifiant. L'urgence n'est pas nécessairement le phénomène élémentaire, mais elle lui ressemble. Il ressemble beaucoup. Miller écrit un possible mathème de cet opérateur. Le S1, entre parenthèses, deux signes d'interrogation, après le S2. C'est au cours de tout le monde. Et cet homologue avec la question de la paranoïa initiale de tout sujet au début d'une analyse, le signifiant du transfert. C'est lui qui permet que les interprétations ultérieures soient possibles, ce qui nous autorise à indiquer les dits signifiants à celui du début d'un délire. C'est le désir de l'analyste qui fait surgir l'inconscient dans les dits pour chercher les détails cliniques qui marquent la singularité du sujet. La production d'un significant maître, en S1, est-elle possible dans les dispositifs de l'urgence? Nous n'arrivons pas toujours à l'isoler. Lorsque nous sommes à 3 ou 4 mois de traitement, mais cela n'empêche pas que quelques signifiants forts soient produits, condensant la libido et qui permettent de nommer la jouissance en jeu de manière transversale. Les signifiants produits à l'urgence seront repris plusieurs fois au cours d'une analyse. Le signifiant 1 est toujours élémentaire. On ne sait pas ce qu'il signifie. Il laisse le sujet dans la perplexité en attente de savoir du S2 du délire ou du délire. Tout savoir est délire et le délire est un savoir, avec l'élément de délire qu'il y a toujours dans l'invention. Prendre le temps d'écouter le délire implique de donner crédit au fait que le phénomène élémentaire est fonction de la langue, qui affecte les sujets de diverses manières, sous réserve que de donner crédit aux psychotiques, ouvrir les portes, ne permet pas de savoir vers quel espace elle ouvre. Lacan se réfère ici à la logique de la modalité de Schreber, ce qui dit où l'autre jouit de son être passivisé, tant qu'il n'abandonne pas la pensée permanente. Une profonde détresse surgit lorsqu'il s'abandonne à penser à rien. L'événement du corps du hurlement signale qu'il n'y a là plus aucun sujet. Nous obtenons ainsi le deuxième éclairage spécifique de la clinique psychanalytique signalée par Jacques-Alain Miller lorsque dans la conversation sur les inclassables, il utilise le mécanisme de séparation et aliénation comme un outil, de mon point de vue, indispensable pour saisir la polarité du sujet de la jouissance et de la chaîne signifiante, avec son cortège d'effets signifiés. L'articulation de ces deux dimensions est nécessaire afin de saisir le soudain surgissement de l'urgence, des phénomènes corporels inespérés qui produisent une grande souffrance
telles que l'éruption pulsionnelle, situable momentanément dans les processus symboliques. Nous avons ici une indication clinique fondamentale. Tenter de restituer ce à quoi nous avons accès de la phase d'aliénation pour donner sa juste place aux phénomènes qui dépendent de la séparation. Ce que Jacques Alain dit dans ce texte, dans ces conversations. Pour moi, c'est un texte. L'éruption libidinale, son urgence, est un moment situable du processus symbolique. Nous pouvons ainsi situer la logique, resituer ou restituer la logique du sujet, trouver les pièces de jouissance singulières de chacun au-delà des diagnostics de structure. La véritable question est celle de la manière dont chacun doit s'arranger de ses propres pièces de jouissance, ses pièces détachées. La confrontation avec la main qui surgit du lien de rapport sexuel est très différente de la rencontre avec les trous qui aspirent dans la psychose. Les délires se construisent autour du réel hors sens. C'est le comble du sens. Nous tentons de réduire les délires pour qu'ils aient moins de consistance. De la conversation d'Arcachon, j'extrais un autre grand enseignement. Nous sommes tous bricolés. Alain Merlet se demandait qui n'a pas eu un petit phénomène psychosomatique minime, qui n'a pas été perplexe à un moment de son existence, qui n'a pas ébauché un petit délire, ne serait-ce qu'à partir de ses théories sexuelles infantiles, qui ne s'est pas présenté dans un certain sens comme un inclassable, ne serait-ce que dans la tentative de classer sa propre enfance. Il y a là quelque chose de vrai, à mon avis. Pour rappeler l'esprit du moment où Lacan prononce « tout le monde est fou », nous nous servons des syntagmes commencés à s'analyser, pour que cela s'ouvre aussi comme une fleur japonaise et situer sans réserve un impératif éthique où la transmission de la psychanalyse n'est pas équivalente à son enseignement, qu'elle dépend plutôt du fait de ne pas oublier ce que chacun maintient en soi d'analysant et de rappeler la résistance que rencontre chez les psychanalystes la théorie dont dépend la formation même, dit Lacan. En somme, notre pari nous amène à affirmer avec Lacan, quand il fait la citation de Max Jacob dans son cornet AD, le vrai est toujours neuf. Merci. Merci, Ricardo, d'avoir amené beaucoup d'éléments avec cette intervention qui en même temps centrait sur la question de l'urgence. C'est ce que tu as évoqué le titre du prochain congrès, la question des urgences dans la clinique et dans la pratique. Et donc, tu situes la question de l'urgence en relation avec l'élément de perplexité sur fond de délire généralisé. Donc, tu fais apparaître du même coup le lien à la forclusion généralisée. Alors, j'avais deux questions pour commencer. Est-ce que tu considères qu'il y a toujours un petit élément de perplexité dans les situations d'urgence? C'est ça que tu évoques. Et en même temps, tu évoques le temps, tu évoques la forme même de présentation des situations d'urgence qui les rend inclassables pendant un temps au niveau diagnostique. Donc, comment sort-on de ce temps? Oui. C'est une belle... La temporalité. Absolument, parce que l'urgence, c'est une question de temporalité, c'est un trou dans la temporalité. Je vois que c'est une question formidable. Qu'est-ce qui se passe avec la perplexité
on devrait peut-être faire une clinique de la perplexité parce que c'est une question qui, je crois que c'est un trait d'union entre la question de la folie en général et la psychose. Et c'est pour ça que je veux me souvenir de ce qu'Alain Merlet, ce que je lis de ce qu'Alain Merlet avait parlé de Koumou, et j'irai vite. Et je crois que les fonds de se présenter les urgences sont complètement différentes et qu'on trouve la perplexité dans un moment, peut-être non pas dans le moment de la consultation, mais que quand on écoute le récit de ce qui vient, c'est là qu'on peut rencontrer la perplexité dans un moment antérieur à la consultation. Mais c'est complètement important de localiser de la même manière qu'on traite de localiser le déclenchement dans certains cas, de localiser les points de perplexité. Parce que c'est le moment, c'est un peu rigide peut-être ce que je dis, mais c'est le moment où ça commence à délirer peut-être ou à former, à tenter de faire une nouvelle réponse sur la question de ce trou qui apparaît dans le réel. Qui m'a demandé quelque chose. Ah oui, sur les temps, absolument, absolument. Tu sais qu'il y a des temps, il y a la question c'est magnifique de voir ça, comment le temps des urgences change parfaitement avec comment dire, quand tu es attente à qu'on se produit ce signifiant qui a un poids que c'est plus une question d'énonciation, je dis, parce que c'est sûrement sur les énonciés, mais c'est une chose qu'on sent dans le moment qu'on a dans la consultation, qu'il y a un significant ou des signifiants qui ont un poids plus lourd et à partir desquels on peut s'orienter dans la question de l'urgence et que si c'est vrai d'un psychotique ou d'un neurose, et les significants qui surgent dans le moment de ces travaux, de ces travaux, et ils vont apparaître de nouveau plusieurs fois. Parce qu'il dit, c'était un moment où quelque chose de ma vie a changé vraiment. Et c'est la sortie de la perplexité. Et c'est peut-être l'intention d'en savoir, l'intention de venir. Et sûrement, c'est différent. Avec les deux, les neuroses et les psychoses, ces savoirs, on doit se montrer. C'est dans la forme même de l'urgence que il y aurait au fond différentes formes de l'urgence où tu distingues quand le signifiant est en attente d'un savoir, d'un S2, et quand il est en défaut de ce savoir. Le cas où il y a, par exemple, dans la névrose, précipitation du symptôme, et dans la psychose, le moment de perplexité psychotique. Mais dans la forme même de l'urgence, tu ferais cette appréhension. Absolument, avec une petite accélération que il y a des formes complètement différentes de la présentation de l'urgence. Beaucoup sont très silencieux, et ce sont les plus complexes. Et les autres sont beaucoup agités. Et il y a des actinats ou des hystériques encore qui peuvent être une confusion complète. C'est pour ça qu'on traite de n'être pas très pressé de faire un diagnostic. Mais pour le temps, j'ai dit, c'est l'expérience des années de travail avec l'urgence, que je crois qu'il n'y a pas une analyse que l'urgence est nécessaire et toujours dans une analyse. Au début, dans la fin, il y a des urgences, et aussitôt, au temps qui dure, je crois que s'il n'y a pas d'urgence dans une analyse, c'est parce que l'analysant et tous les deux dorment. Alors, c'est au contraire, il faut réveiller. Oui. Attends.
maintenant, donc, place à la présentation du 14e congrès. Je donne la parole à Guy Carroz et Ligia Gorini. Le titre de notre prochain congrès sera celui-ci. Un aphorisme de Lacan. Tout le monde est fou. Cet aphorisme, formulé par Lacan en 1978, est parfaitement raccord avec l'esprit du temps. Todo el mundo es loco. Lacan lo formuló una sola y única vez. Este aforismo, la de la AMP, y en lo que podríamos llamar nuestra doxa. The psychoanalytic discourse cannot be told. É preciso ser louco para ensinar. Quem ensina, delira. Ce qui ne s'enseigne pas, c'est la pratique de la psychanalyse. Lacan non dice che la psicanalisi non può essere materia di insegnamento, ma che il discorso analitico non può esserlo, vale a dire, grosso modo, la pratica della psicoanalisi. The analytic discourse teaches nothing, for it excludes domination. Per Freud, il delirio appartiene alla stessa classe di fenomeni psichici del sogno. Despertarse es continuar soñando con los ojos abiertos. En este sentido, nada es más que un sueño. O inconsciente não conhece o teste da realidade. Bon, cher Gilles Carroz, quelles informations pratiques pouvons-nous annoncer d'ores et déjà par rapport au déroulement du congrès? Oui, alors, peut-être la première chose pratique, serait un commentaire par rapport à ce qu'on vient de voir, parce que ici, on a à peine entendu ce qui se disait dans ce petit TikTok. Je comprends que les personnes qui sont chez eux ont bien entendu. Il s'agit de phrases extraites de l'argument que Jacques-Alain Miller nous a donné. Phrase dite par, vous avez vu, par les 7 présidents des écoles de l'AMP, par Gustavo Stiglitz, qui est responsable de Silicet, et puis par nous deux. Et Christiane Alberti. Voilà. Donc, j'espère que à la maison, on l'a bien entendu. Ça, c'est une première remarque sur la pratique. Par ailleurs, bon, on a encore le temps pour les questions pratiques, on a encore le temps. Ce congrès est prévu pour le printemps 2024. Ça dans plus qu'une année. Nous sommes toujours à la recherche d'un lieu et d'une modalité de déroulement de ce congrès. Et une modalité qui convient. Il n'empêche que nous mettons déjà en place une série de choses que tu vas nous dire. En effet, le sommaire de Silicet 2024, sous la responsabilité de Gustavo Stiglitz, ici présent, délégué du Conseil de l'AMP, est déjà établi. Les cartels accompagnant la rédaction des textes seront très prochainement mis en place. Nous avons déjà un noyau dur sur qui compter pour la préparation du congrès. Il est composé d'Yves van der Wecken, responsable des simultanés, Angèle Perrier, notre trésorière,
Cécilia Naranjo en tant que responsable de la technique et Mauricio Diamant comme responsable du site. Oui, Cécilia Naranjo qui d'ailleurs a monté ce TikTok. Il y en aura d'autres. Alors, bon, de façon générale, les choses vont s'étoffer. Ils vont s'organiser en fonction de l'avancement du travail. Nous avons un principe, le réel avant le symbolique, c'est-à-dire pas d'organigramme préétabli, mais on le construit, l'organigramme, en fonction du nécessaire. Je suis parfaitement d'accord avec ce principe. Alors, Gil, en quel point le thème du congrès te touche? Alors, cette tension entre l'aphorisme de Lacan, tout le monde est fou, d'une part, et l'avenir d'une dépathologisation accélérée de la clinique que Jacques-Alain Miller a formulée et qui l'anticipe, cette tension m'inquiète, disons, les 2 dernières années. Enfin, j'y pense, m'inquiète, je ne sais pas, mais ça, j'y pense. Il me semblait pour cela crucial de revenir sur la première clinique de Jacques Lacan, à savoir l'architecture de la psychose, à partir de la question préliminaire et même à partir du tout premier Lacan psychiatre, celui de l'époque de sa thèse. Donc, l'apparition des premiers écrits me confirme que cette inquiétude était dans l'air. La question qui se pose est la suivante. Si tout le monde est fou, une des questions qui se pose, on a vu pendant cette soirée qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais une des questions qui se pose, c'est si tout le monde est fou, quelle place donner au réel de la maladie mentale? Alors, dans son avertissement des premiers écrits, Jacques-Alain Miller nous donne une indication. Il écrit que chez Lacan, dès le départ, l'atypicité du cas prend le pas sur le cas type, qui est cher à la médecine. Et donc, avec Lacan, et on a, dans ce sens, la première partie de la soirée, je pense, était bien à sa place. Donc, l'étude de la clinique ne se fait qu'à partir de cas, ne se fait pas à partir de cas à valeur universelle, mais à partir de la singularité de chaque cas. Et on le voit déjà chez le premier Lacan. Alors, une question, tu parles de l'architecture de la psychose, alors que Lacan choisit dans son écrit de parler du fou. Ça me fait penser au séminaire sur les psychoses, quand au tout début, Lacan dit que les psychoses correspondent à ce qu'on a toujours appelé les folies. J'ai l'idée que tu marques une différence entre un terme et l'autre. Voilà. Qu'en dis-tu? Voilà. Merci de cette question complètement improvisée. Tu as absolument raison. Un sujet de structure psychotique n'est pas nécessairement fou. Et n'est pas nécessairement malade à cause de sa structure. Par ailleurs, le névrosé peut, d'une part, souffrir tant de sa névrose au point d'être complètement paralysé, ou d'autre part, être aussi extravagant dans ses agissements hystériques ou ses performances obsessionnelles au point de paraître toqué. Ah bon, alors, des incidences pour la clinique. Alors, j'ai trouvé, depuis que la clinique, j'ai trouvé, depuis qu'on s'est penché un petit peu sur la question, on a encore beaucoup de travail à faire, qu'une série d'éléments de la structure psychotique telle qu'elle est formulée par Lacan sont généralisés dans les élaborations, particulièrement dans les élaborations de Jacques-Alain Miller. Par exemple, dans son texte Enseignement de la présentation de malades de 1977, il fait équivaloir l'automatisme mental à l'autre du langage comme tel, celui qui fait que nous sommes parlés par l'autre, nous sommes tous parlés par l'autre, qu'on le méconnaisse, c'est le cas du névrosé, ou bien qu'on le sache, c'est le cas du psychotique.
CF psychotique. Alors, la conclusion, on en a parlé déjà aujourd'hui, la conclusion est aussi généralisée par Jacques-Alain Muller dans son texte Conclusion généralisée. Il étend le phénomène à toutes les structures, en définissant la conclusion comme un rejet, donc un passage d'une dimension à l'autre, un rejet dans le réel d'une jouissance que le symbolique ne peut pas contenir. Alors, c'est un phénomène que on trouve aussi dans la psychose, dans la névrose, pardon. Donc la chose rejetée dans le réel ne fera pas retour dans le réel en tant que voie, mais en tant qu'une modalité de conduite dans le réel. Par exemple, dans l'hystérie, la jouissance incestueuse du père peut faire retour dans le réel sous la forme d'un militantisme contre les hommes en général. Donc, dès lors, tous les hommes sont des cochons. Ou chez l'obsessionnel, l'emprise du regard du père peut revenir dans le réel sous la forme d'une inhibition aiguë face à l'action. Il y a aussi l'acting out et les passages à l'acte qui seront aussi des formes de retour dans le réel de ce qui a été rejeté du symbolique, comme le montre le cas de Cervelle fraîche de Ernest Cris. Alors, dans un autre texte en cours, qui s'appelle La paranoïa, rapport primaire à l'autre, il généralise, là aussi on en a parlé déjà avec le texte déjà chez Freud, la paranoïa est généralisée à l'humain comme tel. Ce que Jacques-Alain Miller amène dans ce texte, c'est le stade du miroir à partir duquel, avec cette dimension de toi ou moi, qui fait que la paranoïa est généralisée. C'est-à-dire que c'est le moi qui est paranoïaque. Tout moi est paranoïaque d'une certaine façon. Et si un sujet est schizophrène, s'il souffre d'un morcellement du corps et il peine à donner fonction à l'organe, eh bien, c'est faute d'être paranoïaque. Pour finir, Gustavo Stiglitz m'a rappelé récemment que dans son dernier cours, L'être et l'un, Jacques-Alain Miller généralise la jouissance féminine pour en faire la jouissance comme telle. Donc, c'est toute une série de généralisations de l'unité, de la psychose, de toutes les structures. Ligia, maintenant, c'est toi qui vas nous dire comment est-ce que ça te touche. Ça. À mon tour d'improviser, alors. Alors, je propose d'aborder le thème de notre congrès à partir de 3 points. Est-ce que le micro, ça va? Oui. À partir de 3 points qui orientent ma réflexion actuelle. Tout d'abord, la clinique, ou plutôt la disparition programmée de la clinique, qui relève en bonne partie de la tendance actuelle à la dépathologisation généralisée comme réponse à la stigmatisation de la maladie mentale. Il faut dire que l'accent donné à la santé mentale dans sa globalité a relégué progressivement l'élément pathos, la maladie, à un second plan. Lors de l'Assemblée générale de l'AMP, Christiane Alberti alertait sur des questions contemporaines rencontrées dans différents pays d'Europe et d'Amérique, liées à la promotion de l'autodétermination, tout particulièrement en ce qui concerne l'enfance, aussi bien qu'à la revendication égalitaire avec son corollaire « Nothing about us without us », rien sur nous sans nous, comme prônent les autistes nord-américains, ou plus proche de nous, comme en témoigne la politique des pères aidants qu'on voit fleurir une institution. Alors, qu'est-ce que tu penses, Ligia? Est-ce que la psychanalyse a contribué à la dépathologisation, cette dépathologisation dont on parle? Par exemple, avec ce tout le monde est fou. Mais oui, tout à fait. Mais sauf que, d'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec Anaël l'année dernière, lors des questions d'école, 2 questions d'école. Mais une fois dit ça, il faut distinguer le mouvement de la psychanalyse, du moins celui du dernier enseignement de Lacan, qui a en effet contribué à ce que les frontières entre le normal et le pathologique s'estompent, de la démarche revendiquée par les militants de la dépathologisation. Car Lacan propose une thèse générale, en effet, en élevant la folie au rang d'universel. Mais son « tout le monde est fou » témoigne du caractère boiteux de toute
invention subjective venant rendre compte d'un point d'énigme rencontré. Tout se fout, car tout se prie dans les embrouilles du corps avec des solutions plus ou moins bricolées. Comme remarque Jacques-Alain Miller, cet aphorisme de Lacan, tout le monde est fou, complété dans le texte par un c'est-à-dire délirant, comporte un double paradoxe. En fait, parler de folie et de délire relève encore de la clinique. Lacan ne dit pas tout le monde est normal ou tout le monde est différent, à chacun sa différence, comme on dit de nos jours. Dans la formule choisie par Lacan, c'est comme si on validait la fin de la clinique, du moins la frontière entre les fous et les pas fous, à partir des termes qui appartiennent à la clinique. En plus de cela, celui qui dit tout le monde est fou, ne serait-il pas fou lui-même? Alors ce double paradoxe fait certainement valoir autre chose que la simple validation de la dite dépathologisation. Moi, j'entends cette autre chose comme relevant de l'irréductible propre à l'accent de singularité de chacun. Oui, alors je soupçonne que tu as isolé d'autres points. Absolument. Alors, le deuxième point concerne donc l'enseignement et relève d'un autre paradoxe qu'on trouve dans ce même écrit de Lacan pour Vincennes. Comment faire pour enseigner ce qui ne s'enseigne pas? Pour Lacan, le discours analytique n'est pas matière d'enseignement car il n'a rien d'universel. Toute la théorie analytique secrétée depuis Freud n'est d'aucun secours lorsqu'il s'agit du plus intime pour un sujet. Pas de savoir univoque, le discours analytique ne s'appréhende qu'au cas par cas. Dire que le discours analytique ne s'enseigne pas ne veut pas dire que la psychanalyse ne peut être enseignée, comme c'est le cas à l'université. Mais la théorie analytique ne remplace en aucun cas l'expérience d'une analyse. Freud, à sa manière, l'avait entreaperçu en 1919, lorsqu'il objecte que jamais l'étudiant en médecine n'apprendra ainsi à l'université, puisqu'il parlait de l'enseignement de la psychanalyse à l'université. Donc, aucun étudiant en médecine n'apprendra ainsi à pratiquer une analyse correcte. Comment enseigner alors ce qui ne s'enseigne pas? Comment, à partir d'une expérience contingente, hausser le cas au paradigme comme singularité et produire des effets de formation? C'est toute une question, en effet, qui ouvre sur la pratique du contrôle, par exemple, comme sur l'exercice des présentations de malades à la suite des celles pratiquées par Lacan à Sainte-Anne. Oui, la pratique de la psychanalyse ne s'enseigne pas, dit Jacques. Oui, la pratique de la psychanalyse ne s'enseigne pas, dit Jacques-Alain Miller dans son argument. Tout au plus, elle se supervise à l'occasion. Là, je vous dis des choses qui ont été dites dans cette vidéo, heureusement qu'on les reprend ici. Chaque fois, donc elle se supervise à l'occasion, chaque fois d'un cas singulier. Ben voilà. Bon, j'en arrive au troisième point, qui est une phrase que Lacan attribue à Freud, à la fois bouleversante et énigmatique. Rien n'est que rêve. Alors, comment l'entendre? Si rien n'est que rêve, tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. Rêve, folie et délire sur une même phrase, c'est tout un programme. Pour l'éclairer, Jacques-Alain Miller propose un retour à Freud pour qui le délire appartient en principe à la même classe psychique que le rêve. Citation. Faut-il distinguer le rêve comme phénomène universel et la folie qui n'atteint que quelques-uns? Faut-il ne voir entre les deux que des différences de qualité et non pas de nature? Bon, je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Je me suis perdue. Ah là là. Alors, réponds. Bah oui, une piste cependant, référée à la clinique universelle du délire, justement, telle qu'elle est formulée par Jacques-Alain Miller, en partant du principe que tous nos discours ne sont que défense contre le réel. Fantasme, rêve ou délire, ces formes cliniques ne seraient que des modes de défense contre le réel. Mais tout n'est pas semblant, n'est-ce pas? Il y a un réel qui n'est pas celui des neurosciences.
Le réel de la psychanalyse, forgé par Lacan, concerne une jouissance opaque au sens qui ne se laisse pas attraper dans le filet des signifiants ni par des connexions synaptiques. Le rôle que la psychanalyse a à soutenir, c'est le rappel de ce réel qui, lui, n'a pas structure de fiction. La psychanalyse est intransmissible, ponctue Lacan. C'est bien pour cela que chaque psychanalyse se doit de la réinventer, de réinventer la psychanalyse, et cela sans nostalgie, sans effet de sidération. Nous voilà donc, chers amis, engagés dans le travail de préparation du prochain congrès de l'AMP. Mais avant de conclure, veux-tu bien ajouter un mot sur les axes cliniques et théoriques du congrès? Alors, bien sûr que non. C'est-à-dire que je ne peux pas dire les axes cliniques et théoriques du congrès parce qu'on est encore loin de pouvoir les dire. Mais nous avons travaillé avec Gustavo Stiglitz à définir le sommaire de Silicet et nous les avons rassemblés un petit peu, bien qu'après cette soirée, je me suis dit qu'il y a peut-être quelques modifications à faire dans ces sommaires. Il y a des choses qui se sont dites là sur la perplexité. Je note, Ricardo, la clinique de la perplexité comme un thème à explorer. La stabilisation, on ne va pas discuter de ça ici, bien sûr, mais ça s'élabore et donc là, on a déjà un sommaire bien constitué. Et là, on a rassemblé les différents thèmes autour de 5 axes qui pourraient mais bon, ça reste une question ouverte. Le premier axe, le discours contemporain comme des livres, par exemple sur l'heure neuronale, la norme comme substitut au père déchu, c'est pas une série de thématiques de ce genre-là. Notre thématique sur la destruction de la clinique, dont on a parlé aujourd'hui pas mal. Destruction de la clinique, la dépathologisation, le style de vie et personnalité, le réel de la maladie mentale, action lacanienne en psychiatrie. Troisième axe sur... non, il ne faut pas prendre note parce qu'il y aura d'autres. Ce ne sera pas... Alors, le sujet contemporain, donc les signes discrets, la conclusion généralisée, jouissance autistique. Quatrième axe, folie comme réponse au réel, ça a été discuté abondamment aujourd'hui, je pense, sur le rêve, délire et savoir. Et cinquième axe, clinique de la folie, clinique discontinuiste et continuiste, suppléance et symptômes, absence de sentiment de la vie, le corps et la langue, voilà, etc., etc. Voilà. Voilà. À la prochaine. Alors, prochain rendez-vous dans les prochains TikTok, parce qu'on aura, là on va avoir le deuxième TikTok. Malheureusement ici ça s'entend pas bien. Heureusement à la maison ça s'entend bien. Et donc on va regarder le deuxième TikTok, mais il y aura d'autres. Remarquez ce TikTok. En fait. Rien n'est que rêve. Phrase à couper le souffle. Freud traite sur un pied d'égalité rêve et folie. To argue, as Lacan does, that everything is but a dream, is to disregard reality testing. I processi inconsci non si preoccupano dell'esame di realtà, che sono impermeabili alla sua azione. Lacan va jusqu'à réduire le réel à n'être que sa réponse symptomatique à l'inconscient freudien.
Este aforismo lacaniano no podía interpretarse de otro modo sino como lo que toma a su cargo y validando un término que cada vez más tiene vigencia, la despatologización. Tudo anuncia que a clínica logo será coisa do passado. Non ci saranno più patologie, ci saranno, anzi, ci sono già al loro posto, stili di vita. Todavia, no interesse do público, as distinções da clínica seriam conservadas. La práctica del psicoanálisis no se enseña. A lo sumo, en ocasiones se supervisa, cada vez un caso singular. Indeed, who is it that says that everyone is mad? It can only be a madman. Recording